Connaître ses origines, remonter dans le passé de sa famille, retrouver les noms, les lieux et dates de naissance, les lieux de naissance et le lieu de vie également de ses arrière-grands-parents. En un mot, construire son arbre généalogique, c'est ce dont nous parlons ce matin dans l'air du temps. Il faut pour cela beaucoup de patience. Et nous en parlons avec mes invités. Il s'agit de Max Polonowski à ma droite. Vous êtes président du Cercle de généalogie juive. Et en face de vous, Alain Nedjar, vous êtes administrateur de cette association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'air du temps. Alors, on va reparler évidemment de cette activité pour laquelle il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. C'est ardu de remonter dans le passé, de construire cet arbre généalogique. Mais avant, peut-être serait-il intéressant de connaître la genèse, l'arbre généalogique du Cercle de généalogie juive. Max Polonowski. Alors, c'est vrai que le cercle est apparu à un moment particulier d'une sorte d'un nouvel engouement pour la généalogie, qui ne s'est pas fait seulement dans le monde juif, mais en tout cas dans le monde juif, il est parti des États-Unis. En 1977, il y a eu un premier journal concernant la généalogie juive qui s'appelait Toldot, qui a duré de 1977 à 85, et en France, on a suivi. Et une association s'est créée autour d'un petit groupe de passionnés de généalogie juive. On était une dizaine de personnes à l'origine. Et on a créé cette association. Et on a fondé une revue. Et tout ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et à partir des 10 personnes qui ont fondé ce cercle en fin 84, et les premiers numéros de notre revue sont parus en 1985, et depuis, cette petite poignée de passionnés, nous sommes maintenant dans ce cercle avec plus de 700 adhérents, pas mal. Ce qui montre quand même que nous avons fait des progrès et qu'il y a cet engouement s'est perpétué depuis. Alors, dès l'origine, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, on va former cette association, mais nous allons faire des recherches pour n'importe quelle personne qui viendrait vers nous pour nous demander l'origine de ses origines, hein, l'origine de ses parents, de ses arrière-grands-parents. C'était ça, vous vous êtes dit, on va faire les recherches pour eux. En fait, non, ce n'était pas le principe de faire des recherches pour les adhérents, mais c'était une association d'entraide. C'est-à-dire que l'expérience des uns pouvait bénéficier aux autres. Et chacun, dans la généalogie, chacun aime faire sa propre généalogie. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose, malgré tout, d'un peu narcissique dans la généalogie. C'est vrai. Et donc, voilà, on était un cercle d'entraide et on a continué ainsi. Oui, vous recoupiez vos informations, en quelque sorte. Voilà, et on partageait les sources possibles de recherche pour trouver nos familles, nos ancêtres, nos origines, notre identité. Alors, vous, Alain Nedjar, comment vous avez rencontré ce cercle de généalogie juive ? Je l'ai rencontré, à vrai dire, grâce à mon épouse, qui m'en avait parlé. Nous faisions de la généalogie nous-mêmes, nous étions déjà des généalogistes sans le savoir. Et puis, lorsque nous avions, franchi ou terminé les limites de notre généalogie familiale, nous nous sommes dit qu'il fallait aller plus loin. Et on a découvert donc le cercle de généalogie juive, qui est le premier cercle de généalogie juive en France. Et les groupes qui, travaillent au sein du cercle, regroupent des informations tellement importantes qu'elles nous ont permis finalement d'élargir notre cercle familial. Et au tout début, nous avons rencontré certains des membres et nous nous sommes aperçus qu'ils avaient travaillé sur le plan, scientifique, technique, informatif, déjà sur des données absolument exceptionnelles. Et grâce à cela, si vous voulez, nous sommes aperçus que on pouvait nous aussi contribuer à ce cercle généreux et bénévole. Alors en une petite quarantaine d'années, j'imagine que les choses ont évolué, vous avez eu de plus en plus de membres. Comment vous répartissez les rôles de ces membres ? Est-ce que vous avez des départements différents ? Est-ce que vous organisez les activités, vous les séparez, je veux dire ? Oui, par définition, dans le monde juif, il y a beaucoup d'origines diverses. Oui. Et donc des zones géographiques, des histoires particulières. Et il est évident que c'était
l'occasion justement de regrouper les gens qui cherchent dans un même domaine. C'est-à-dire les gens qui recherchent leurs origines en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord ou ailleurs, ou en France, etc. Donc, des groupes se sont formés avec des responsables de groupe. Et donc, il y a tout un système, finalement, d'arborescence à l'intérieur du cercle de gens intéressés par tel ou tel aspect des choses. Et j'imagine qu'entre eux, il doit y avoir aussi des interconnexions, parce qu'il y a des gens qui sont passés du monde ashkénaze au monde séfarade et inversement. C'est ce que vous découvrez, j'imagine. Oui, on le découvre de toute façon, et fort heureusement, il y a une mixité Et cette mixité fait que finalement, dès lors que l'on étudie une généalogie, qu'elle soit séfarade ou qu'elle soit ashkénaze, il y a à un moment donné une rencontre avec l'autre bord. Et ça, on le rencontre dans l'histoire et dans la généalogie, donc ça se complète. Alors Max, tout à l'heure, vous disiez que oui, c'est un peu narcissique finalement de rechercher ses origines. Est-ce que vous pourriez justement développer, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, on se le disait hors antenne, les jeunes générations travaillent sur leur passé, veulent rechercher, construire, cartographier leurs aïeux. Quelle est, à votre avis, l'importance de la généalogie ? Alors, c'est vrai. Bon, comme je ne suis pas un psychologue et ni un, je ne peux seulement donner un avis personnel et surtout d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que moi-même, ayant été jeune, j'ai eu ce goût de recherche d'identité qui, me semble-t-il, est essentiel à la plupart des êtres humains. Donc, ça fait partie vraiment, à mon avis, de l'essentiel qui rapproche les gens qui s'intéressent à la généalogie. C'est une question d'identité, de recherche des origines, et pour connaître quelle est sa place dans une société. Voilà, je pense que c'est... Et pour moi, c'est un peu le fond. Alors, c'est vrai qu'il y a des aspects quand même annexes, connexes, et notamment, je parlais de l'aspect narcissique. Je pense qu'il y a un aspect narcissique. Ça, c'est très personnel. Aussi, il y a quelque chose aussi d'une sorte de passion de cruciverbiste, c'est-à-dire des gens qui aiment additionner leurs ancêtres comme pour remplir des cases. Il y a aussi l'amour de l'enquête. Hein. Alors, il y a aussi l'amour de la recherche, et il y a aussi le goût, et ça se développe au fur et à mesure des recherches, le goût pour la famille étendue. C'est-à-dire que ça vous emmène dans des voyages très lointains, mais pas seulement des voyages géographiques, des voyages au milieu des personnes qui sont à découvrir. Oui, et puis j'imagine que c'est aussi une aventure extraordinaire. On découvre que l'on peut être autre que ce que l'on croyait être. Il y a aussi pour le monde juif quelque chose d'original, j'allais dire. La généalogie juive, il y a sa particularité, peut-être Alain, Max, qu'est-ce qui fait que pour le monde juif, c'est important de connaître la généalogie, les lieux de vie, les lieux de naissance? Disons que c'est important parce que, au-delà même de la frénésie du collectionneur qui nous atteint tous, c'est important parce que on se prend à aimer et à comprendre que la généalogie, c'est quelque chose de neuf et d'original, pratiquement. C'est-à-dire que, si vous voulez, on se prend pour des archéologues. Et si vous voulez, nous forons à travers le temps pour progressivement atteindre le socle de nos origines. Et c'est ce socle-là, Max, certainement. Max. Vas-y, je t'en prie, Max, si tu veux. Non, c'était pour compléter. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant dans la recherche généalogique, c'est que on va au-delà des mythes. On est finalement, dans l'histoire juive, particulièrement sensible aux mythes. Et la généalogie vous permet de rentrer dans une vraie histoire et de remettre les pendules à l'heure sur les origines, en fait. Et depuis un certain nombre d'années, la génétique a permis justement de clarifier un certain nombre de questions qui n'étaient pas tout à fait claires. Ça change le regard que l'on porte sur le monde aussi, peut-être. Oui, d'abord, la généalogie telle que nous, au cercle de généalogie juive, nous l'entreprenons, part d'éléments concrets. C'est-à-dire, on est vraiment dans le factuel et dans le concret. Et ça, c'est très, très important parce que on peut des fois s'égarer.
On peut des fois s'égarer. Alors, on découvre, grâce à la généalogie, une chose qui est fondamentale. C'est que, bien sûr, on remonte le temps, mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que l'on rentre progressivement dans l'intimité des familles. Pas que de sa famille. Mais on rentre, à force d'étudier et de comprendre, on rentre dans cette intimité à un tel point, c'est que l'on vit avec ces personnes, et que l'on fait revivre des personnages du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Et pour nous, généalogistes, ils font partie, je dirais, de notre quotidien. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir redonné une vie à des personnages oubliés. Est-ce que finalement, vous découvrez aussi des façons de vivre, mais aussi des mentalités à travers des simples documents, entre guillemets, simples documents matrimoniaux, ou des documents des mairies? Est-ce que vous arrivez à comprendre leurs objectifs dans la vie, leurs volontés, leurs goûts, leurs opinions? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous passons, lors de nos études, du temps à lire notamment les contrats de mariage. Bon, le contrat de mariage est une mine d'or sur le plan de l'information, car on y découvre, indépendamment même du nom des personnes, on y découvre le nom des témoins, on découvre les lieux par lesquels ces personnes ont vécu, sont passées, on découvre le montant de la dot, la fameuse nidounia, la dot même dans la monnaie de l'époque. Il y a, je dirais, une fourmilière d'informations au travers de ce seul document qui est le contrat de mariage, la Ketouba, et quand on a le bonheur de les traduire ou de les lire, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que des informations, je dirais, générales. Vous voyez aussi s'il y a de l'endogamie ou de l'exogamie. Hein, on voit s'il y a eu des mélanges, non seulement entre le monde juif et le monde extérieur, ou à l'intérieur même du monde juif, entre familles qui sont argentées et les autres non argentées. Est-ce que vous avez des petites infos à nous dire sur ce que vous avez découvert et qui vous a étonné de l'histoire des Juifs? Si vous voulez, c'est mieux que l'histoire de Thésée et du Minotaure. C'est vrai. Autrement dit, si vous voulez, le fil d'Ariane, pour nous, c'est un fil que l'on tire, que l'on déroule, Sûr. et parfois, on y arrive. Mais il est certain que l'endogamie, au travers du monde juif en particulier, mais pas que, finalement, fait des fois apparaître des arbres généalogiques d'une complexité kafkaïenne. Bon, mais grâce à nos travaux, si vous voulez, on y arrive. Ouais. On y arrive. Mais bon, cela prend beaucoup de temps. On imagine bien. Max, est-ce qu'il est difficile pour les Juifs de France de retrouver, de remonter, peut-être plus pour les Juifs que les autres, pour remonter dans leur arbre généalogique? Je crois que là aussi, ça fait partie des mythes et qui a prévalu pendant des années. Oui. Les Juifs ne s'intéressaient pas à la généalogie parce qu'ils pensaient que ça n'était pas possible de retrouver leurs origines. Et je me souviens de conversations dans mon enfance avec des cousins dont leur ancêtre était plutôt français. Et donc disaient, mais nous, avant la Révolution, on peut rien savoir parce que c'est toujours que les prénoms avec le nom du père, donc il n'y avait pas de nom de famille, donc on ne peut rien trouver. Et ça, c'est un mythe parce que, en réalité, il y a beaucoup d'archives qui permettent de remonter au moins jusqu'au 18e, 17e. Quel type d'archives vous retrouvez? Donc, Alain nous a parlé des Ketubot, les documents matrimoniaux. Tout à fait, les documents notariés. Ah oui, tout les simplement. documents notariés. C'est vraiment et il y a aussi des registres de communautés qui sont très importants, justement. Et puis, il y a certaines, en France, pour l'Alsace, pour le Sud-Ouest, avec un état civil qui, lui, au départ, est chrétien, puisque les maranes venant d'Espagne ou de Portugal arrivent comme catholiques. Et oui. Et donc, on arrive assez bien à suivre toutes ces familles. Et alors, il y a une zone qui est encore bien plus ancienne et extrêmement documentée. Hélas, pas encore assez par les chercheurs, mais c'est le comte Avenassin. Parce qu'on est dans une zone dont un certain nombre de familles remontent facilement au Moyen-Âge. Alors justement, vous devancez ma question. Jusqu'à quelle date, dans vos recherches, dans tout ce que vous avez pu voir passer sous vos yeux, vous avez réussi à remonter ici en France? Alors,
Pour la France, je dirais que Max saura mieux répondre que moi. Pour ce qui me concerne en rapport avec notre ouvrage, nous avons pu remonter pratiquement jusqu'au XVe siècle, au Portugal. Et en France, de mémoire ? En France, il n'y a pas de limite. Je veux dire, tout ça, c'est en effet, avec le compte à Venessin, on peut remonter au Moyen-Âge. Très, très loin. Tandis que pour l'Alsace, c'est en effet plutôt XVIIe siècle. Alors, en ce qui concerne la France et puis les pays d'Europe de l'Est, est-ce que la Shoah nous a privés de documents, d'archives ? Ou est-ce qu'ils ont pu être sauvés ? Alors là aussi, c'était un mythe. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait plus rien après la Shoah, après le passage des nazis en Europe de l'Est, qui détruisaient, qui brûlaient tout. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de destruction, mais il y a encore énormément d'archives qui subsistent. Parce que les nazis, en dehors des incendies de villages et de villes et des bombardements, ne s'intéressaient pas aux archives. Ils s'intéressaient à tuer les Juifs, tout simplement. Ouais. Mais ils n'ont pas pensé à les détruire. Bien sûr. Donc en fait, il y a encore beaucoup d'archives, de recensements. Alors aussi, la très mauvaise gestion administrative de l'Empire russe a fait qu'il manque aussi beaucoup d'archives. Mais on arrive, pour certaines familles et pour certaines zones, à remonter assez loin dans le temps. Un vrai travail de fourmi, Alain. Et pour confirmer ce que dit Max, c'est que des enregistrements de l'époque, parfois, étaient des enregistrements mixtes. Il y avait aussi bien l'enregistrement, par exemple, d'informations sur les chrétiens que sur les juifs dans les mêmes cahiers. Or, évidemment, les Allemands ont tué les juifs, mais ils n'allaient pas tuer leur propre mémoire, puisque dans ces mémoires-là, il y avait également la mémoire des populations chrétienne. Donc, si vous voulez, il y a la possibilité de retrouver. Tout n'a pas été détruit. Il faut chercher et rechercher, et il faut également franchir, indépendamment du fait de trouver, si vous voulez, les documents, il faut également franchir une autre barrière, qui est celle de la langue. Autrement dit, des documents sont parfois écrits dans des langues étrangères, sont écrits parfois en hébreu, et d'autres sont écrits en araméen. Et pourquoi en araméen ? Pourquoi en araméen ? Parce que les textes religieux, et notamment les actes de mariage, les fameuses ketubot, n'étaient pas écrites en hébreu. Elles étaient écrites en araméen cursif, c'est-à-dire en écriture manuelle araméenne de l'époque. Alors, pour trouver un spécialiste de l'araméen... Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on découvre ces documents, comme d'ailleurs ce que nous avons fait pour notre ouvrage, nous nous sommes aperçus que tout était écrit. D'abord, on a eu la chance de les découvrir, mais nous nous sommes aperçus que tout était écrit en araméen. Alors, justement, on va en parler, Alain. Vous parlez de votre livre. Vous êtes le co-auteur avec 3 autres personnes, dont votre épouse, d'une véritable Bible, des registres de Ketubot, de la nation juive de Livourne. C'est un travail de 10 ans. C'est un travail de 20 000 heures de labeur. C'est 13 000 noms que vous avez répertoriés. Et ça, grâce à des documents sur 300 ans. 300 ans de Ketubot et d'autres documents sur lesquels vous êtes tombés. Il a fallu les traduire, il a fallu les décortiquer. On parlait de travail de fourmi au Cercle de généalogie juive. Là, pour le coup, vous l'avez vécu pendant 10 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on y trouve aujourd'hui dans ces 2 gros ouvrages, Il y a généalogie et itinéraires familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, en fait, si vous voulez, le corps même de l'ouvrage, c'est l'étude des actes de mariage entre 1626 et 1890 de ce que l'on appelait la nation juive de Livourne. La nation juive de Livourne. Bon. Pourquoi Livourne ? Parce que Livourne était une place tout à fait particulière. La communauté juive y a été créée de toutes pièces. Elle a été créée ex nihilo. C'est-à-dire que en 1593, le grand-duc Ferdinand de Médicis a invité tous les commerçants, et notamment parmi eux les Juifs de la Méditerranée, à venir s'installer dans la ville de Livourne, à transformer cette ville en port, et par le fait, Livourne est devenue une place de commerce internationale. C'est ce que j'allais vous dire, pour l'économie. Pour l'économie. Comme les Juifs déjà parlaient un certain nombre de langues, l'espagnol, l'italien, l'arabe, etc., ça leur a permis immédiatement d'avoir des relations et des contacts internationaux avec les pays de la Méditerranée, la Tunisie, l'Algérie, les pays ottomans, mais également les Pays-Bas, voire l'Angleterre et le Nouveau Monde. Bon.
Et pourquoi nous nous sommes intéressés à cela? C'est qu'au départ, lorsque nous avions travaillé sur l'Afrique du Nord, je suis originaire moi-même de Tunisie, par mon père, et par ma mère, je suis originaire de Livourne. Bon, lorsque nous avons commencé à travailler sur la généalogie, grâce à des travaux qui avaient été effectués, notamment par monsieur Thierry Samama, par mon épouse et d'autres, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvions pas franchir les bords de la Méditerranée. Et nous nous sommes décidés à un moment donné de franchir cette Méditerranée, d'ouvrir la mer, voilà, et de nous retrouver à Livourne, où nous ne savions pas vraiment quoi faire. Fort heureusement, les archives communautaires de Livourne sont des archives absolument extraordinaires. Il y en a des kilomètres, sauf qu'elles sont écrites, évidemment, qu'elles sont manuscrites, et qu'il faut trouver, dans ces milliers, centaines de milliers d'archives, il faut trouver ce qui nous intéresse. On a trouvé les ketubot, les fameuses ketubot, qui étaient cachées au milieu de 10 000 sortes d'archives. On a trouvé ces ketubot. On a les enregistrements des ketubot. Lorsqu'on les a eus en main, on a eu la sensation qu'on avait quelque chose en main, bien sûr. Précieux, j'imagine. De précieux, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, on les a photographiés, on est allé de très nombreuses fois à Livourne, et il s'avère que mon épouse, à un moment donné, lorsque nous sommes retournés à Paris, m'a dit, mais il y a une yeshiva qui est juste en face de chez nous, pourquoi tu vas pas voir? J'ai dit, mais je connais pas les barbus, tout ça, je connais pas très bien. J'y suis allé, et j'ai sympathisé avec un monsieur qui s'appelle comment dirais-je, excusez-moi, Raphaël Attias. Oui. Raphaël Attias m'a pris, comment dirais-je, en main. Oui. Et pendant plus de 3 ans ou 4 ans, il m'a appris à comprendre et à lire les mots en araméen, car Raphaël Attias, si vous voulez, parle l'araméen, l'hébreu, l'arabe, le français, l'anglais. Et c'est donc l'un des 4 auteurs de cet ouvrage, Alain Nedjar vous-même, Liliane Nedjar, votre épouse, Gilles Boulu et Raphaël Attias. Oui. C'est un livre extraordinaire. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir dans de successives émissions que nous consacrerons à la généalogie juive, et notamment à ce bel ouvrage. Ça veut dire que c'est un ouvrage comme celui-ci, on peut aller regarder si on fait partie de ces juifs de Livourne. Vous avez 13 000 noms. On peut trouver son nom et retrouver quoi finalement comme info? Vous retrouverez... D'abord, il y a plus de 1500 patronymes différents. Ah oui. Avec les variantes, ça représente à peu près 3500 patronymes. Oui. Bon. À partir de cette base d'information, nous avons, et c'est notamment monsieur le docteur Gilles Boulu de Paz, qui est notre co-auteur et qui est mon cousin d'ailleurs, nous avons retracé des itinéraires familiaux et nous avons réétabli l'histoire d'une trentaine de familles. Mais nous aurions pu le faire sur 3 siècles, 4 siècles. Bon, ça, on ne peut pas le faire. C'est un travail énorme. On y reviendra dans l'avenir, un avenir proche, dans d'autres émissions. Je vous remercie, messieurs. Je le dis, notamment, Max, vous êtes président donc du Cercle de généalogie juive. Vous avez également une publication mensuelle ou pas? C'est trimestriel. Trimestriel, voilà. Généalo J, la lettre J, où on a un certain nombre de contributions qui sont donc de tous les généalogistes, à la fois qui sont les adhérents, mais aussi on demande aussi à d'autres personnes de venir écrire dans cette revue sur leurs recherches généalogiques, sur leur famille, voilà. Merci messieurs, c'est passé très vite, on en reparlera. Je rappelle que nous étions en compagnie de Max Polonowski, le président du Cercle de généalogie juive, ainsi que d'Alain Nedjar, qui est administrateur et co-auteur de ce magnifique ouvrage Ketubot, registre des Ketubot de la nation juive de Livourne. À très bientôt sur notre antenne. Au revoir messieurs. Merci.